Je vous jure que parfois, je déteste à quel point je suis têtu. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo des films que j'ai vus le mois précédent, en avril 2024. Du coup, je suis très content, vous aimez beaucoup ces vidéos. Et c'est trop bien pour moi parce que je peux parler de tous les films que j'ai vus, sans penser aux vues, sans penser aux abonnements, sans penser à comment peut-être parfois putaclic la vidéo, comme j'ai fait sur les cartes du mal récemment. Et ça me permet de parler un peu de tout, comme ça, librement. Je suis très content, merci à vous. Et je précise encore une fois que c'est pas des critiques que je fais là, c'est juste un avis rapide pour vous conseiller ou pas de voir ces films. À chaque fois, il y a des pépites, parfois même des bouses, il y a un peu de tout ce mois-ci. Et je vais parler cinéma, on va commencer par ça, série et un petit peu jeux vidéo, parce que j'ai aussi fait un jeu vidéo le mois dernier. Et évidemment, je vais pas reparler des films que j'ai fait en critique à chaud, comme The Fall Guy par exemple récemment, ou même Challengers. Et je compte sur vous pour mettre dans les commentaires les films que vous avez vus ce mois-ci et votre avis sur les films que je vais critiquer. Je vais y aller dans l'ordre du visionnage et il n'y aura évidemment pas de spoiler. Le premier film dont j'ai envie de parler aujourd'hui s'appelle Pandorum. Oh là 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 là, on commence pas très bien. C'est très simple. Si vous aimez le cinéma de Paul W.S. Anderson, ou je sais plus c'est quoi son nom, vous allez adorer ce film. Après, pour aimer le cinéma de Paul W.S. Anderson, faut avoir des goûts assez particuliers, je ne juge pas. C'est l'une des plus grosses merdes que j'ai vues de ma vie. Je me rappelle même plus de l'histoire pour vous dire, mais grosso modo, c'est des gens qui se réveillent de cryogénie, et en gros, il y a des monstres bipèdes, coriaces, humanoïdes qui les poursuivent, et tu te demandes vraiment est-ce que c'est d'anciens humains, est-ce que c'est des aliens, bref. Premièrement, la mise en scène est catastrophique parce qu'on ne comprend rien à aucun moment, et le montage, nom de Dieu. Montage sous cocaïne, des cuts sans cesse, constamment, tout le temps. Oui, il y a quelques scènes un peu violentes qui sauvent le truc, mais les trois quarts du film sont incompréhensibles à cause du montage, sans parler de la narration qui se fait sur plusieurs intrigues différentes. Pourtant, ça coûtait cher, hein, 30 millions pour ce truc. À côté, Taken 3, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Les personnages ont des déficiences mentales tellement ils sont bêtes, ça a été écrit par un gars de 12 ans, le scénario, c'est pas possible. L'une des pires fins de cinéma que j'ai vues de ma vie, ils essaient d'instaurer un lore et tout, franchement, t'as envie de te suicider en regardant le film. Et c'est même pas nanardesque fun, c'est juste horrible. Il y a quelques trucs chouettes par rapport aux monstres et tout, mais pour 2 heures de film, abstenez-vous bordel, c'est du temps perdu. Et vous allez me dire pourquoi est-ce que je l'ai vu? Parce que je prépare une vidéo sur un titre d'horreur assez particulier, je verrai quand je la sors, mais il fallait que je regarde quelques films dans ce genre-là. C'est aussi ce que j'ai fait pour The Endless, c'est un film à très petit budget, fait par 2 réalisateurs qui jouent dedans et ont écrit le film aussi. C'est l'histoire de personnes qui étaient dans une secte à un moment dans leur vie et qui sont sortis de celle-ci, mais ils doivent y retourner suite à une cassette très étrange qu'ils ont reçue, qui leur fait penser que la secte est en danger, et ils ont envie quand même d'aller sauver les gens qui étaient leurs amis, leur famille pendant longtemps. C'est en Californie, ils arrivent du coup dans ce ranch, et des choses très étranges se passent, il y a une sorte de présence cosmique au-dessus de ce ranch, et ça va créer des phénomènes assez particuliers, et écoutez, pour un film à très petit budget, ça a coûté que dalle, comme film ça se ressent, ils en sortent plutôt pas mal. Il y a quelques belles idées de mise en scène, de photos, il y a une vraie peur cosmique justement qui se crée par rapport à ce qui se passe dans le film. Tu t'attaches vraiment à la relation entre les deux frères, tu t'attaches vraiment à cette secte, au final tu comprends aussi pourquoi c'est une secte, et en même temps tu comprends un peu les phénomènes, et je trouve que les règles qu'ils ont créées par rapport à ces phénomènes sont plutôt divertissantes, rien d'original ou de nouveau, mais ça crée quelque chose d'assez divertissant avec des passages pas forcément très mémorables, mais qu'ils arrivent à quand même iconiser dans le film. Alors oui, c'est un petit peu long, et les acteurs, tu vois que c'est pas non plus des énormes professionnels, et qu'ils ont pas forcément toujours l'habitude, mais je trouve que tu t'attaches suffisamment à tous les personnages, dont ceux de la secte, encore une fois, qui est une bonne chose, je trouve, parce que c'est une secte et c'est toujours dur de trouver un attachement dans ces gens-là. C'est moins manichéen que ce que l'on peut penser, ça pose plein de questions existentielles aussi. Il y a suffisamment de tension, de mystère, de questions, et pour les fans de films de secte, honnêtement, ça vaut le détour. Gardez en tête que c'est à petit budget, mine de rien, vraiment petit budget, mais c'est vraiment divertissant, et j'étais assez étonné de la qualité du film, vu ce qu'ils ont réussi à proposer avec le budget en question. En plus, l'affiche est mortelle. Ensuite, j'ai vu The Omen. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je prépare ma vidéo sur The First Omen, ou Malédiction l'origine, l'un de mes films préférés d'horreur américain depuis un moment déjà. Dommage qu'Immaculée soit sorti en même temps, parce que c'est quasiment le même film, mais franchement, que c'était bien. Allez voir ma critique pour plus de détails, mais j'avais sûr kiffé ce film. Mais avant, je me suis dit, il faut que je regarde The Omen, et The Omen, c'est très bien aussi. C'est le film réalisé par Richard Donner, c'est le film qui a mis un peu en avant justement Richard Donner, hein, l'un des réalisateurs les plus connus des années 70. Il a commencé avec ce film d'horreur qui est assez particulier parce qu'en gros, c'est une famille de diplomates qui adopte un enfant qui amène une malédiction. C'est pour ça que le film en français s'appelle La Malédiction. Il amène une malédiction qui fait que tout le monde autour de ces gens-là meurt. Et je trouve que l'ambiance installée est vraiment forte, vraiment réussie. L'acting très années 70 et horreur des années 70 rentre très bien à l'écran. Oui, il y a quelques séquences où ça a plutôt mal vieilli avec justement certaines morts où tu vois les poupées qui ont été mises à la place d'acteurs. C'est normal, il n'y a pas d'effets spéciaux à l'époque. En tout cas, pas d'effets CGI. Et oui, le film en fait un peu des caisses, mais je trouve qu'ils ont réussi leur ambiance, ils ont réussi leur délire. Et justement, le film qui est sorti récemment est un bel hommage à ce film-là. À la fois, c'est une enquête mystérieuse qui va les faire voyager à travers le monde, tout en devant éviter cette malédiction. C'était top. C'est un film culte d'horreur que j'avais jamais découvert, et je suis content d'avoir découvert pour la sortie du préquel. Et du coup, les deux films valent vraiment le coup.
C'est les années 70, c'est un petit peu vieilli, mais franchement, en termes d'ambiance, le film est assez mémorable. Ensuite, j'ai vu le nouveau film de Ryosuke Hamaguchi qui s'appelle Evil Does Not Exist. J'avais vraiment adoré Drive My Car, que j'ai découvert un peu trop tard aussi. Mais du coup, j'ai vu Evil Does Not Exist qui raconte l'histoire de gens qui vivent en ruralité à quelques heures de Tokyo et ils vivent tranquillement jusqu'au moment où une entreprise veut s'installer afin de créer une sorte de bungalow, camping un peu pour riches. Ils appellent ça le glamping. Enfin bref, c'est un truc d'entreprise pour récupérer les subventions Covid. Ils doivent forcément créer l'activité avant la date limite. Ils ont décidé de faire ça en dehors de Tokyo pour la ruralité parce que c'est les montagnes, il y a des rivières, il y a des forêts, c'est magnifique. Mais en même temps, justement, les gens qui habitent là, ils veulent pas de ce glamping pour la simple et bonne raison que ça va détruire l'écosystème. Ça va détruire la rivière qui nourrit beaucoup de personnes parce qu'ils utilisent beaucoup l'eau pour la cuisine et pour boire. Ça va détruire la forêt, ça va détruire les sols, ça va tout détruire. Et cette entreprise-là a eu l'accord de la mairie en échange d'argent évidemment, a eu l'accord de tout le monde pour faire ça, sauf des gens. Et cette entreprise-là va interagir avec les gens, mais ils vont rien faire. Ils vont les écouter et rien faire. Et ce sera genre une sorte de lutte entre les gens qui habitent là, la ruralité, et en même temps les entreprises de Tokyo, qui ne vient même pas sur place. C'est des employés qui sont invités à y aller, et le PDG, elle s'en fout. Il va juste faire son truc, va signer son papier, et puis basta. Et c'est ça la force du film, c'est cette confrontation du capitalisme sauvage destructeur versus les gens de la ruralité qui vivent une vie paisible et tranquille, sans se poser de questions, mais ces personnages-là, tu les découvres aussi parce qu'ils ont un chagrin, ils sont en deuil, ils ont des problèmes, et en même temps, ça crée une sorte de tension assez folle, parce que ça fonce un peu vers le thriller aussi. Encore une fois, l'affiche est exceptionnelle, la meilleure de l'année pour l'instant. Mais en plus de ça, tu dis ok, la ruralité ça va être les gentils, mais c'est pas si manichéen que ça va bien plus loin, c'est bien plus complexe, c'est ça qui est touchant et fort. Et les gens justement qui sont dans l'entreprise, eux non plus sont pas si méchants que ça au final, mais c'est tout un système qui s'écroule aussi sur eux et qui les domine, ils peuvent rien faire, mais ils essaient de changer aussi. Et c'est ça qui est fort, c'est que c'est mature, c'est hyper bien mis en scène, c'est magnifique, c'est relaxant à la fois, c'est calme. Les 20 premières minutes du film, il se passe rien quoi. C'est juste, tu découvres les paysages que tu dois sauver. Et c'est ça qui est fort aussi. Il y a plein de parallèles qui se dressent, il y a plein de retournements de situation et tu les vois venir au fur et à mesure, mais tu sais pas dans quelle direction va aller le film. Il y a plein de suspense et tout. J'ai adoré. Vous allez voir un mec couper du bois pendant 5 minutes, mais en fait, c'est tellement fort et puissant parce que tu comprends pourquoi il fait ça, tu comprends son personnage, tu comprends ce que ça veut dire pour lui, ce que ça signifie pour la ville, ce que ça signifie pour cette entreprise qui va tout détruire. C'est un diesel. Ça prend son temps à démarrer, même si le début est vraiment charmant, relaxant et quand ça a démarré, ça va loin. J'ai adoré la fin aussi, qui est un beau symbole de ce que représente tout le film. C'est à la fois doux, angoissant, cruel, violent. Je pense que vous allez clairement vous en rappeler et plus j'y pense, plus j'aime ce film. S'il est encore en salle, foncez, sinon découvrez-le évidemment plus tard. Mais encore une fois, c'est un film très lent, mais soyez absorbés par l'ambiance. C'est pour ça qu'il faut y aller en salle, pour justement être absorbé à 100%. Ou si vous le regardez chez vous, concentrez-vous sur le film vraiment et laissez-vous emporter. J'ai aussi vu Une vie, enfin, qui raconte l'histoire d'un homme qui a essayé de sauver énormément d'enfants de la République tchèque pour les ramener au Royaume-Uni avant l'invasion hitlérienne. Personnellement, je connaissais l'histoire vraie, j'avais déjà vu un documentaire dessus, je connaissais parfaitement ce qui s'y passait et pourtant, j'ai chialé comme tout le monde parce que c'est fait pour chialer. J'étais peut-être un peu plus émotionnellement faible quand j'ai vu le film, mais j'ai chialé, voilà, comme tout le monde. Mais c'est un peu le but, c'est tellement mélodramatique, ça en fait tellement des caisses, mais c'est ça aussi le souci du film, c'est que c'est tellement académique, tellement simple et déjà vu 1 milliard de fois. Oui, Anthony Hopkins c'est très bon, oui, les punchs émotionnels sont présents, oui, il y a une sorte de débat sur l'image, sur la récompense, sur le fait de vouloir parler de ses exploits, de les cacher. Il y a cette timidité, mais à la fois cette fierté. C'est un beau film, mais c'est pas un film d'action. Le personnage principal, lorsqu'il fait tout ce qu'il fait, c'est administratif. Ici, des documents, des visas, des choses comme ça, donc il n'y a pas d'action. Il n'y a pas vraiment de tension non plus. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup, c'est vrai. Mais c'est le mélodrame. Le but, c'est vraiment de raconter l'histoire d'un homme qui a vécu une vie assez folle et il en a jamais parlé jusqu'à récemment. Enfin, récemment, c'était il y a quelques décennies déjà. Même si cinématographiquement, il n'y a aucune proposition intéressante, il n'y a rien de fabuleux, je pense que c'est un bon film juste pour la mémoire de cet homme. C'est un bon film parce qu'il faut aussi mettre en avant nos héros. Il faut toujours se rappeler des gens qui ont sauvé des gens lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment important. C'est des héros qu'il faut honorer constamment et même si le film n'est pas intéressant d'un point de vue filmique, c'est pas grave, je pense que tout le monde va kiffer, c'est divertissant, oui ça en fait des caisses, oui vous allez pleurer, oui j'ai bien aimé. Est-ce que je vais m'en rappeler en tant que film? Pas forcément. Est-ce que j'ai préféré les documentaires à son sujet? C'est à peu près la même chose. Donc si vous voulez bien chialer et vous connaissez pas l'histoire, je pense que c'est mieux. Et même si vous connaissez l'histoire, je pense que vous allez pas mal chialer comme moi. Donc ça c'était au cinéma, puis ensuite je suis retourné un peu en streaming avec le dernier film de William Friedkin qui est décédé récemment, un grand réalisateur aussi. Le film s'appelle The Kane Mutiny Court Martial, qui est l'histoire d'un homme qui a créé une mutinerie dans un navire militaire au Moyen-Orient, un navire américain, et du coup c'est son procès. C'est un téléfilm, c'est disponible sur Canal+ ou Paramount si je dis pas de bêtises pour ceux qui l'ont. Et ce qui est fort, c'est que c'est un huis clos. Littéralement tout se passe dans cette salle de procès. Forcément, il y a d'excellentes performances d'acteurs, il y a rien à dire, ils sont tous vraiment excellents je trouve. Même si évidemment Kiefer Sutherland est au-dessus du game et c'est tellement bien mis en scène. C'est fou parce que c'est 2 heures dans une seule pièce et la manière dont la caméra bouge, la manière dont la caméra
vise certains éléments des personnages, que ce soit leurs mains, leurs yeux, la manière dont la caméra tourne dans le dos des personnages pour symboliser un peu le retournement de la scène, pour symboliser un peu les dynamiques qui changent dans la scène, la pression que les acteurs mettent sur les autres acteurs. Et tout se passe par ces mouvements, par ce montage qui est efficace, le scénario qui est vraiment bien écrit, pour le coup, t'es à fond dedans. Et j'ai pas vu les 1h45, je crois, passer, quoi. Alors que c'est que des gens qui parlent dans une pièce, mais j'étais tellement investi dans ce qui se passe. En plus, t'as différents points de vue, tu sais pas qui dit la vérité, tu sais pas qui ment. Forcément, ils ont des conflits d'intérêts et tout. Il y a aucune scène de flashback ou rien, hein. Tout se passe dans cette scène et tu t'imagines la scène, tu t'imagines le moment, tu commences à déchiffrer aussi le puzzle en même temps. C'est génial. Encore une fois, c'est pas manichéen, ça parle d'héroïsme, ça parle de conflits d'intérêts militaires surtout, ça parle de la réalité juridique, ça parle un peu de l'opposition à la hiérarchie, surtout l'armée, et j'ai adoré la fin. Franchement, la fin, elle dit à haute voix ce que tous les spectateurs pensent et c'est justement, encore une fois, quelque chose de très peu manichéen. Et plus j'y pense, plus j'adore ce film. C'est chez vous, disponible. Regardez-le. Il m'a vraiment marqué aussi. C'est vraiment très bien. Le titre en français, c'est L'affaire de la mutinerie Kane, pour ceux que ça intéresse. Et c'est triste parce que d'un coup, c'est le dernier film de William Friedkin et aussi, il me semble, le dernier film de Lance Reddick. Et c'est triste à voir à l'écran. Mais le film vaut le coup. Ensuite, grosse surprise aussi pour un film Disney+, pareil en streaming, c'est The Greatest Hits. C'est une superbe comédie romantique que j'ai beaucoup appréciée. C'est l'histoire d'une femme qui revit son passé suite à la mort de son petit copain. Du coup, elle voyage dans le temps pour revivre des moments avec son petit copain, mais elle voyage à travers la musique. Donc les moments qu'elle a vécu avec son copain par la musique, donc une musique qu'ils ont partagée, elle peut revivre ces moments-là et du coup, c'est tout un film sur le chagrin, le fait de passer à autre chose, le fait d'aller au-delà de ses sentiments, d'essayer de se retrouver, de vivre avec des difficultés émotionnelles, des traumatismes. C'est mélancolique et mignon à la fois, c'est bien joué, c'est touchant. C'est comme ça qu'on devrait faire des comédies romantiques. C'est bien mis en scène, il y a plein d'idées trop cool, il y a une belle photo, t'es plongé dedans. Pareil, c'est relaxant aussi, je vous dirais. Ça pousse à l'introspection, t'as envie de vivre un peu mieux ta vie, t'as envie de faire face à ce qui te chagrine. Ça se regarde très très bien, c'est 1h30. J'ai rien à dire de plus que le film, que ça vaut le coup pour les fans de comédie romantique. Avec du drame aussi, de l'émotion, c'est clairement mignon, adorable. Et vu que c'est qu'1h30, ça passe très très bien. D'ailleurs, j'ai regardé ce film en même temps qu'un film que j'avais jamais vu, un chef-d'œuvre du cinéma que j'avais jamais découvert, qui s'appelle Rashomon. Encore un film d'Akira Kurosawa. Je suis trop en retard sur Akira Kurosawa, j'ai vu que 5 films de lui, maintenant 6. Pareil, Rashomon, c'est 1h20 et c'est monstrueux. C'est un film en noir et blanc de 1950. Je vous jure, le film est sorti hier. En termes de mise en scène, d'acting, de mouvement de caméra, de tout, le film est sorti hier. C'est tellement en avance sur son temps. Tu vois pas les 1h20 passer. Il y a des images de malade mental. Il a réussi à iconiser des personnages, une ambiance, une intrigue. Il y a un homme important qui s'est fait tuer. Il y a un témoin. Et tous les gens qui étaient là, en plus du témoin, qui ont participé ou pas au meurtre, se font interviewer par une sorte de juge. Et chaque personne a une version complètement différente de ce qui s'est passé en fonction de leur point de vue. Récemment, ça fait évidemment penser au dernier duel. C'est un peu le même délire. Et c'est Rashomon qui fait ça pendant 1h20. C'est génial. Mifune, l'un des plus grands acteurs de tous les temps. Le charisme, le panache, incroyable. Mais la mise en scène est folle. Je vous jure, le film n'a pas pris une ride. J'avais récemment vu La Nuit du Chasseur, qui est sorti un peu plus tard que ce film, qui a un peu plus vieilli, quoi. Là, Rashomon, oh là là, ça n'a pas du tout vieilli. C'est fou à quel point c'est dynamique, c'est fort, c'est émotionnel, c'est puissant. La manière dont il filme la forêt, la manière dont il filme les corps, la manière dont il filme les bastons, la manière dont il laisse les acteurs jouer, la manière dont l'intrigue te porte, te pousse à droite, à gauche, tu sais pas qui dit la vérité, qui ment. D'où le terme effet Rashomon, ça vient de là, je ne le savais pas d'ailleurs que ça vient de là. Il y a une tension folle, t'as envie de savoir qui dit la vérité, c'est à toi de mettre en place le puzzle. Juste pour Toshiro Mifune, ça vaut le coup. Mais franchement, c'est le meilleur film que j'ai vu ce mois-ci, un vrai chef-d'œuvre. Et 1h20, ça se balance comme ça à la télé maintenant et ça se finit en 2 secondes et c'est une claque, pas une ride. J'ai aussi revu du coup le 7e saut de Bergman que j'avais pas du tout aimé la première fois, c'est pour ça que je l'ai revu. C'est l'histoire d'un homme qui voit la mort arriver vers lui. Au lieu de se faire emporter par la mort, il propose un truc à la mort. Il lui dit ok, si tu me bats aux échecs, je viens avec toi, tu gagnes. Mais si je gagne la partie d'échecs, tu me laisses vivre encore plus longtemps. C'est pas un film qui parle d'échecs, hein. C'est un film justement où ces personnages-là vont se retrouver plusieurs fois dans le film à continuer leur partie d'échecs. Mais en fait, c'est la manière dont ce personnage-là va être spectateur du monde qui l'entoure et différentes intrigues, différents personnages et va voir de l'humanité ou pas dans ces personnages, va essayer de retrouver un peu sa foi, sa raison de vivre. C'est l'histoire de chevaliers qui sont venus des croisades, du coup ils ont vu la guerre, ils sont traumatisés, ils pensent à la vie, il y a un traitement des femmes qui est complètement différent par rapport aux agressions, aux viols et tout. Il y a des idées de mise en scène incroyables, frappantes, magnifiques, rien à dire. L'ambiance est dingue, la manière dont il parle de religion, de foi de manière générale, de la vie. Le film prend le temps d'installer ses séquences, utilise le talent de ses acteurs, c'est évident. Et il y a des images vraiment iconiques, mais j'ai un peu du mal à connecter émotionnellement avec le film. J'y vois la qualité, j'y vois le talent, j'y vois la maîtrise de mise en scène, mais c'est pas le film qui me divertit le plus, alors que je suis très facile en termes de divertissement personnellement, et je préfère de loin tous les autres Bergman que j'ai vus, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu que 3 de lui. Alors oui, ça fait du mal de revoir un peu Max von Sydow quand il était jeune et tout, parce qu'il est décédé récemment. C'est un film qui est culte et
classique que je peux conseiller, mais moi personnellement j'ai vraiment du mal à l'adorer et à être émotionnellement connecté avec, ce qui est un petit peu dommage. Mais si vous l'avez pas vu, honnêtement, c'est un classique, mais je pense pas qu'il est pour tout le monde. Ensuite, j'ai revu I Saw the Devil, je crois qu'en français c'est J'ai rencontré le diable, c'est mortel. C'est l'histoire d'un homme qui va perdre sa femme. Sa femme sera tuée par un serial killer, et cet homme-là va essayer de trouver le serial killer, sauf qu'il va pas le tuer quand il le retrouve. Il va décider de prolonger la torture et de le pourchasser durant tout le film et d'à chaque fois le frapper, le violenter, le torturer, mais il refuse de le tuer. Il veut vraiment venger sa femme et pour ça, il veut le torturer constamment et c'est tout un film coréen d'ailleurs par rapport à comment est-ce que tu perds ton humanité, la manière dont la vengeance ne sert à rien, la violence. C'est un film violent, pour le coup, il y a des séquences qui sont vraiment gore, mais en même temps, ça crée une ambiance où il y a une sorte de communauté de serial killers et cet homme-là, il est un peu entraîné, c'est un gars qui fait la sécurité et c'est un gars qui est très dans ses bottes normalement, mais la manière dont il a perdu sa femme, son deuil, son chagrin l'a détruit. Il y a tout un apport à la manière dont il se rappelle de sa femme, la manière dont il chasse cet homme, la manière dont ça impacte les victimes, la manière dont ça fait encore plus de victimes. C'est génial. C'est un film qui parle de déshumanisation, évidemment. C'est extrêmement bien joué. Kim Ji-won a super bien réalisé. Si vous êtes fan de thriller, d'horreur, de violence, celui-ci est super et c'est un film assez marquant. Donc honnêtement, je ne peux que vous le conseiller. Pour les fans de Revenge Story, c'est incroyable. Ensuite, c'est de là que viennent mes deux regrets. C'est que le 28 décembre, en France, sont sortis deux films. Le premier, c'est Vermine. Le truc, c'est que j'ai un gros blocage. Lorsque l'année est finie, je peux plus retourner au cinéma pour voir les films qui sont encore en salle, qui sont sortis l'année dernière. Et vu que le 28, j'étais pas encore en vacances, mais il y avait trop de vidéos à faire, j'avais pas le temps d'aller voir Vermine et d'en faire une critique. Donc je l'ai vu là en VOD. Vous pouvez le louer sur toutes les plateformes ou l'acheter si vous voulez. Le Blu-ray sort bientôt, si je dis pas de bêtises. Et j'ai vu Vermine et oui, c'est bien, j'avoue, c'est vraiment bien. C'est moins bien que ce que je pensais que ça allait être, vu comment les gens l'ont surhypé, mais c'est bien. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire et ceux qui l'ont toujours pas vu, c'est l'histoire d'un immeuble de cité qui se fait complètement envahir par des araignées, mais elles ont une particularité, elles sont de plus en plus grandes, c'est-à-dire qu'elles pondent des œufs dans des humains, ou des animaux d'ailleurs, et chaque nouvel œuf qui éclot donne naissance à une créature bien plus grande, et ça se voit que c'est un film qui a pas un énorme budget, mais il le gère très bien pour le coup. J'étais assez étonné, parce que vu le budget, on dirait que c'est du bien plus grande qualité, et je comprends très bien pourquoi Sébastien Vanitschak, si j'ai pas de bêtises, a été embauché pour Evil Dead par la suite. Le mec a fait un super travail, il a créé une ambiance vraiment réussie. C'est ambiance rap, cité, avec des super acteurs, des jeunes acteurs qui ont vraiment du talent. Les dialogues sont vraiment bien écrits, je trouve. On dirait vraiment des jeunes de cité et on dirait pas du tout, justement, des adultes qui écrivent pour des ados. On voit que le mec s'y connaît et c'est lui qui écrit les dialogues, pas tout seul par contre. C'est un côté rap, fuck la police, ACAB, parce que la police aussi a un rôle très important dans le film, tellement que c'est presque eux les méchants du film et pas les araignées. Parce qu'au final, les araignées, elles font juste des choses normales, c'est-à-dire vivre et survivre comme des animaux. Je vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse vous regarder le film pour ça. Le seul regret que j'ai par rapport à l'ambiance rap, c'est que l'ambiance rap disparaît à un moment et ça devient trop mélodramatique, violon et tout. Et je trouve que c'est dommage, ils auraient dû profiter de l'ambiance rap tout le long. Surtout qu'après, l'ambiance rap revient et c'est un petit regret où ça tombe trop dans le filmique à certains moments. Alors que t'étais vraiment face à un film très rap, contestataire, qui tombe un peu dans le mélodrame cliché français, mais c'est un petit moment. C'est angoissant, les téléspectateurs qui sont arachnophobes vont détester, croyez-moi, moi je le suis pas. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, ça crée du stress pour le coup, de la tension, en plus d'avoir plein d'idées de mise en scène plutôt cool pour te créer ce bâtiment-là qui est de plus en plus oxygène parce qu'il est de plus en plus contaminé par ces araignées. Il fait un bon travail pour t'attacher au personnage, pour te donner des raisons de détester la police et pour toujours garder des choses assez cohérentes où les personnages sont pas spécialement cons. À leur place, j'aurais sûrement fait les mêmes choix. Et c'est ça que j'apprécie dans un film d'horreur, c'est quand ils trouvent des vraies excuses à des problèmes plutôt que les personnages sont cons. Alors oui, par contre à certains moments, surtout le passage un peu trop français, ça fait un petit peu cheap, j'avoue, mais c'est pas grave, ça va pas sortir du film. C'est un bon film d'horreur que je peux vous conseiller qui vaut clairement le détour. Et oui, si j'avais eu le temps, j'en aurais fait une critique à chaud parce que le film le méritait. Et du coup, l'autre film qui est sorti le 28 décembre, c'est le film Monster de Koreeda qui est sorti, qui pareil, c'est vachement bien. Monster, c'est l'histoire d'un jeune qui se fait harceler au lycée, mais tu sais pas vraiment qui est l'origine de l'harcèlement. Du coup, tu auras une narration en 3 points de vue différents. Le point de vue du jeune, de sa mère, de l'un des professeurs, et tu vas revoir les mêmes événements de 3 différents points de vue. Donc tu vois 3 fois le film entre guillemets, mais complètement différemment. Et du coup, toutes les intrigues vont s'entremêler vers la fin. Et c'est un film qui est vraiment réussi pour plein de raisons. Alors premièrement, Koreeda, il est très fort. Il te plonge dans une ambiance, dans une narration qui est dingue, mais surtout la mise en scène utilise vraiment très bien les gens, la composition du cadre, la manière dont on crée des ombres, la manière dont on utilise le son, la place dans le cadre de certains personnages en disent tellement beaucoup sur l'évolution, sur qui ils sont. C'est un rite initiatique, la recherche d'identité d'un jeune homme, et je trouve que ça va vachement loin de ce point de vue-là, tellement que j'étais très surpris pour le coup. Je m'attendais pas
pas de voir ça au Japon, parce que oui, c'est un film japonais, et ça parle aussi du Japon, de la discipline, de l'autorité japonaise et de l'image du Japon. On sait que c'est la plus grande critique qui est faite au Japon, c'est le fait que ces gens-là sont généralement prêts à tout faire pour leur image, plutôt que leurs émotions, leurs sentiments. Ils sont prêts à se faire marcher dessus par l'autorité, le système, plutôt qu'à avouer qui ils sont réellement, et c'est ça que va critiquer aussi le film, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je suis très fan de cette vision très contestataire qu'on voit de plus en plus dans le cinéma mainstream japonais, surtout qui s'exporte de plus en plus à l'international, qui parle de ça. Alors, ça a toujours été des thématiques comme ça, je parlais de Kurosawa tout à l'heure, mais Living, ça parle de ça aussi. Différemment, bien sûr, si vous n'avez pas vu Living, très très bien. C'est une plongée idyllique dans la violence d'un système scolaire avant tout, mais pas que, sociétal de manière générale. Une fable touchante, émouvante, la fin est magnifique. Ouais, c'est très très bien. Je suis trop con d'être têtu comme ça parce que j'aurais adoré voir le film au cinéma, quoi. C'est beau, c'est touchant, c'est mémorable, bref, vous voyez Monster, c'est excellent. J'ai aussi revu Little Miss Sunshine, mais ça on en parlera dans une vidéo des films à voir dans sa vie, spoiler. J'en parlerai plus en détail encore une fois, mais c'est bien comme film, clairement. En termes de séries télé, j'en ai vu deux dont j'ai pas fait de critique à chaud. J'ai vu The Regime de Kate Winslet. C'est l'histoire d'un pays en Europe centrale, un pays extrêmement autoritaire dont une femme, la présidente ou la chancelière, peu importe, n'arrive plus à garder le pouvoir. Et pour garder le pouvoir, elle va devoir faire plusieurs choses différentes, donc créer une sorte d'héros national pour allier le peuple derrière elle. Et c'est une série qui est extrêmement simple et à la fois loufoque et étrange. Je me suis dit, Kate Winslet, HBO, ça va faire comme Mayor of Easttown, ça va être mortel. Ça va être un vrai drame politique et tout. C'est du tout ça. Je suis allé dans les aigus là. C'est une comédie noire, satirique, bien grasse, un peu loufoque, qui oui, il y a des thématiques sérieuses, il y a plein de thématiques sur la politique, le commerce, il y a une invasion à un moment, la manipulation de la ruralité, du peuple de manière générale, l'élite, les riches, les gens qui ont froid, la famine. Ça va tacler tellement de choses sans jamais réellement entrer dans la profondeur du truc, et c'est avant tout la relation entre ce personnage principal et cet homme qu'elle crée en tant que héros. Et c'est pas que c'est raté, mais c'est inintéressant au final. C'est divertissant, mais il faut aimer les comédies bien grasses et débiles. Et tout le monde joue bien, je trouve. Et c'est bien mis en scène, et il y a de beaux décors. Je crois qu'ils ont filmé à Vienne. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir reconnu le château. C'est HBO, c'est la qualité. Mais franchement, le script, ouais, pas fou, quoi. Histoire déjà vue, superficielle, pas du tout mémorable. Ouais, vue et oubliée. Et c'est un petit peu dommage, parce que je m'attendais à mieux de la série. Mais oui, ça sera une série HBO, passable, correcte, basique, bien, mais oubliable. Et c'est un petit peu dommage. Mais j'ai pas détesté. Mais je vais pas non plus m'en rappeler. Et j'avais écrit une critique au fur et à mesure des épisodes, je voulais la sortir pour le dernier épisode, et j'ai vu le dernier épisode, je me suis dit, ouais, non, y a rien à dire en fait. Ça méritait pas une critique à chaud, puis j'avais pas le temps, je préférais donner mon temps pour d'autres vidéos. Difficile à conseiller, et ceux qui l'ont commencé, qui n'ont pas fini, la fin va pas rattraper le truc. Mais par contre, l'autre série que j'ai vue qui était vraiment mieux pour le coup, c'est Constellation sur Apple TV+, c'est l'histoire d'une femme qui va dans l'espace, et une sorte d'événement bizarre, étrange a lieu, et elle vit dans deux dimensions différentes. T'as l'impression que tu sais pas trop ce qui se passe, et c'est un peu tout le pitch. Est-ce que c'est elle qui perd la tête? Est-ce qu'il y a vraiment deux dimensions différentes? Est-ce qu'elle existe à deux endroits différents? C'est une série de mystères, de SF, qui est pas mal du tout pour le coup, que j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a pas mal de cliffhangers, il y a pas mal de mystères. Oui, le mystère, tu le comprends depuis le début. Il y a aucune surprise, aucun doute, tu le comprends, mais c'est bien quand même. Et ce qui tient vraiment en haleine, c'est le montage. Vu qu'il y aura toujours deux personnages qui vont jouer le même rôle, leur même rôle à eux, mais dans deux entités différentes, c'est un peu bizarre. C'est le but de la série, hein, c'est expliqué au début. Le montage sera fait d'une manière où tu sauras pas vraiment qui est qui, à quel moment, tu sauras pas vraiment qui dit la vérité. Donc il y a tout un mystère qui se crée par rapport à ça, les relations évoluent par rapport à ça. Tu sais pas si c'est une vraie psychose, tu sais pas s'il y a des conspirations parce que c'est une alliance entre l'agence européenne, l'agence russe, l'agence américaine. Mais vraiment, c'est le montage qui m'a surpris, qui était vraiment divertissant, je trouve. C'est bien joué, il y a plein d'acteurs que vous aimez bien. C'est vraiment divertissant, c'est bien. Maintenant, oui, c'est prévisible. Maintenant, je trouve que c'est pas toujours très intelligent. Je trouve que c'est un petit peu long aussi. Je sais pas s'il y aura une saison 2, je sais pas si c'est prévu. Je pense pas qu'il y a besoin. Je pense qu'en mini-série, ça passe très bien. Est-ce que je peux la conseiller? Oui, c'est divertissant, c'est bien. Pour les fans de SF, c'est vraiment une bonne série. Et pour les fans de mystère aussi d'ailleurs. Maintenant, est-ce que vous allez vous en rappeler? Est-ce que c'est l'une des meilleures séries de l'année? Non. Mais ça vaut le détour pour ceux que ça intéresse. Et un petit point jeu vidéo, j'ai fait le jeu récemment Dredged. Pour ceux que ça intéresse, j'en ai récemment parlé en vidéo actualité où je disais qu'un film est prévu et adapté de ce jeu-là. Et je comprends parce qu'en gros, vous jouez une sorte de pêcheur et vous êtes vraiment d'une vue de pêcheur. Et vous sortez jamais du véhicule et tout. C'est un jeu indépendant, hein. C'est pas un énorme budget. Vous êtes toujours dans votre bateau et vous faites toutes vos missions via le bateau. Généralement en pêchant, que ce soit des poissons ou des objets. Et la grosse particularité, c'est que vous êtes dans un énorme océan avec plein d'îles à droite à gauche, mais c'est un univers Lovecraftien. C'est-à-dire que la nuit, vous allez perdre la tête, vous allez voir des créatures bien plus étranges, il y a des créatures horribles et vous allez devoir les pêcher. Et c'est hyper addictif parce que vous créez votre vaisseau, vous améliorez, vous avez envie de chasser les créatures bizarres. Les différentes zones ont différents attributs environnementaux qui changent la donne. Il y a plein de petites quêtes secondaires pour améliorer votre navire ou tout simplement pour découvrir le monde. Il y a plein de PNJ qui perdent aussi la tête. C'est très Lovecraftien et j'aime beaucoup déjà l'univers Lovecraftien. Et c'est très divertissant, c'est très addictif. J'ai joué en 2 fois. J'ai joué 5 heures, j'ai plié le truc. Je me suis couché à 3 h du matin une fois pour finir le jeu. Le DLC est sympa aussi, c'est un petit DLC, je crois qu'ils en ont prévu un autre.
autres. C'est un bon 8 sur 10. Oui, il y a une super ambiance. Oui, les mécaniques de gameplay sont très simples et c'est très répétitif à partir d'un moment. Mais c'est divertissant. J'avais envie d'aller au bout du truc. C'est addictif. J'ai kiffé. Un vrai bon jeu que je peux conseiller pour les fans de Lovecraft et surtout pour les fans de jeux indépendants comme ça. C'est pas un chef-d'œuvre, mais honnêtement, j'ai passé un excellent moment devant et je pense que je prendrai le gros DLC qui est prévu dans quelques mois. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces films, séries et jeux vidéo pour ceux qui l'ont fait. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.